Bonjour et bienvenue à la Bibliothèque nationale de France à Paris, dans le 2e arrondissement. Je me trouve dans ce qu'on appelle le quadrilatère Richelieu, qui est le site historique de la BNF, aujourd'hui dans sa dernière phase de restauration après 10 ans de travaux. La Bibliothèque nationale de France est la gardienne de trésors inestimables qui racontent notre histoire, nos illustres penseurs, écrivains, savants ou artistes. Elle est la mémoire de notre société. Au fil du temps, la BNF s'est étendue sur plusieurs sites à Paris. Richelieu, l'Arsenal et François Mitterrand. Ancienne bibliothèque des rois de France depuis le XVe siècle, elle devient au fil des changements de régime bibliothèque nationale, impériale, royale, puis à nouveau impériale, avant de redevenir bibliothèque nationale. L'ensemble des collections donne le vertige et représente environ 40 millions de documents, dont 15 500 000 livres et imprimés, 370 000 manuscrits, 15 500 000 estampes et photographies, entre autres. Pour vous, je vais pousser toutes les portes, même les plus closes, et vous faire découvrir l'histoire et les trésors de la Bibliothèque nationale de France. Derrière les murs de ces bibliothèques nationales, on trouve bien plus que des livres, aussi illustres soient-ils. Des trésors insoupçonnables que sont des médailles, des monnaies, des estampes, des disques, mais aussi des manuscrits. La BNF est un océan de richesse, parce qu'en fait, on trouve l'histoire du monde depuis les origines jusqu'à nos jours. Nous allons découvrir comment les rois de France, et plus particulièrement Louis XIV, ont amassé une collection fascinante à l'origine de la BNF. Des objets gardés sous haute protection, comme ces médaillés qui abritent une non moins remarquable collection numismatique. Les moindres détails a été pensé pour que le meuble soit aussi précieux que la collection qu'il renferme. Des joyaux qui ont traversé les épreuves du temps et de l'histoire, comme ce livre de prières gardé dans un coffre que nous avons pu exceptionnellement ouvrir pour vous, le psautier de Saint-Louis, confisqué à la Révolution française, venu rejoindre les trésors de la BNF. Quand on le voit, c'est la magie, les mots sont insuffisants. C'est effectivement qu'il a aussi une épaisseur artistique. C'est l'époque où les tableaux étaient dans les livres. Chaque jour, depuis des siècles, le patrimoine de la Bibliothèque nationale de France s'enrichit, ce qui lui vaut de devoir en permanence s'agrandir. Un nouvel écrin qui abrite aujourd'hui un département inattendu dans lequel nous avons retrouvé une des robes les plus fascinantes du XXe siècle. Piaf, elle est identifiée à sa robe noire. Les gens ont tous un disque dans leur grenier de Piaf et ils la voient dans sa robe noire. Du coup, ça cristallise en fait toute l'émotion du public. La quête de la rareté, c'est bien dans cet état d'esprit que les hommes et les femmes de la BNF ont constitué une collection inestimable. Une collection qui abrite l'un des tout premiers exemplaires de livres imprimés de l'histoire, la Bible de Gutenberg. C'est sans doute l'un des livres les plus célèbres du monde, un livre très emblématique des collections de la Réserve. Du Moyen-Âge au XXIe siècle, avec le nouveau site François Mitterrand, la Bibliothèque nationale de France n'a eu de cesse de cultiver sa curiosité pour les arts et les artistes. Venez avec nous découvrir les trésors qu'elle abrite. Raconter les trésors de la Bibliothèque nationale de France, c'est ouvrir un grand livre d'histoire riche de moult rebondissements. Sans l'amour des rois de France pour les livres et les objets précieux, cette institution n'aurait jamais vu le jour. Mais ce n'est qu'en 1994, sous l'égide du président de la République François Mitterrand, qu'elle prend son nom définitif de Bibliothèque nationale de France. On l'a surnommé le déménagement du siècle, car ce ne sont pas moins de l'équivalent de 120 km de collection qui vont quitter le site historique de la bibliothèque à Richelieu pour prendre leurs aises dans le quartier de Tolbiac.
Une bibliothèque résolument moderne, avec ses tours symbolisant des livres ouverts qui comptent 7 étages de bureaux et 11 de magasins. C'est la première fois qu'on construit comme cela, de toutes pièces, une bibliothèque nationale. Puisqu'auparavant, la bibliothèque, elle s'est constituée étape par étape, elle a bougé 36 fois, elle a été déménagée au gré des besoins, des envies des rois de France. Là, il y a un acte fondateur, il y a un président de la République qui dit « on va construire une grande bibliothèque d'un genre nouveau ». Et là, on change d'échelle, on change de dimension et on se projette dans un bâtiment gigantesque. Le dernier site de la BNF fait la part belle à l'acier et au béton. C'est une véritable fourmilière qui accueille des lecteurs, mais aussi des expositions temporaires. Et surtout tous les livres imprimés, des plus anciens aux plus nouveaux. On engrange chaque jour des milliers de livres et de périodiques ici à Tolbiac. Et la bonne et la mauvaise nouvelle en même temps, c'est que une bibliothèque, ça ne s'arrête jamais de grossir. Chaque jour, dans les entrailles de ce bâtiment affamé de culture, un incessant balai de voitures et de chariots achemine sa nourriture intellectuelle. Les livres et les périodiques en provenance de toutes les imprimeries de France. Le dépôt légal, institué par François Ier en 1537, est toujours de tradition. Journaux, magazines, les empreintes écrites de notre temps arrivent ici à Tolbiac pour être triées, puis réparties dans les différents départements afin d'être sauvegardées. Parmi les 40 000 colis de livres qui ont rejoint la BNF pour y être conservés, on trouve les plus illustres. Direction la réserve des livres rares, un des lieux les plus sécurisés où l'on conserve le sein du sein des livres dits remarquables. Les critères de sélection des livres remarquables ont été émis pour la première fois sous la Révolution française. Il y a d'abord des critères très objectifs de rareté, c'est-à-dire un livre qui est connu à un très petit nombre d'exemplaires est rare, et donc il est susceptible d'entrer en réserve. Ils sont 200 000 à avoir ce qui équivaut à un titre de noblesse à la Bibliothèque nationale de France. Mais celui-là, qui répond à plus d'un critère de notabilité, reste sans doute le plus illustre. C'est sans doute l'un des livres les plus célèbres du monde, un livre très emblématique des collections de la Réserve, puisqu'il s'agit du premier livre imprimé en Europe. C'est la Bible de Gutenberg. Gutenberg a fait le choix de l'imprimer dans un format qui est assez généreux, une quarantaine de centimètres de haut. Imprimée sur parchemin, cette Bible latine témoigne d'une prouesse technologique datant du XVe siècle. Sur le plan technique, oui, là, c'est une révolution, puisque le fait de pouvoir imprimer, produire en fait par un procédé complètement mécanique du texte, ça c'est complètement neuf. Avant Gutenberg, pour produire du texte, il fallait prendre sa plus belle plume et travailler des heures chaque jour pour produire un exemplaire unique. L'impression de la Bible de Gutenberg a été extrêmement longue. On estime que c'est un travail qui a duré 2 ans, parce que cela représente 1300 pages de texte, donc c'est extrêmement ambitieux en fait, en termes de choix éditorial. Il ne reste dans le monde qu'une 50aine d'exemplaires de cette Bible.
mais beaucoup sont détériorés ou incomplets. Celui conservé à la BNF est dans un état extraordinaire et ce n'est pas son seul mérite. Celui-ci est un exemplaire de luxe. Il appartient à ce qu'on appellerait aujourd'hui le tirage de tête, c'est-à-dire les tout premiers exemplaires sortis de la presse de Gutenberg. On distingue les traces d'une expérimentation technique faite par Gutenberg. Il a tenté d'imprimer en 2 couleurs. Quand je dis il a tenté, il a réussi. Ça nécessitait 2 passages sous presse et au bout de quelques feuillets, on s'est rendu compte que probablement ça demanderait trop de temps, trop d'efforts et que ça ne serait pas rentable, tout simplement. Et donc, on a fait le choix de revenir à une impression monochrome et rares sont les exemplaires qui portent trace de cette expérimentation initiale, aboutie, mais à laquelle on a choisi de renoncer pour des raisons finalement de rentabilité. Preuve que pour un entrepreneur du XVe siècle, la question de la rentabilité se pose aussi. Destinée aux religieux dans les couvents, cette Bible, dont la lecture rythmait le moment du repas, a été très peu manipulée, ce qui explique certainement son incroyable état de conservation. Conservée pour la mémoire, sauvegardée pour mieux étudier, les principes qui valent aujourd'hui à la BNF sont séculaires. Car c'est sous le règne de Charles V, au XIVe siècle, que tout commence. Ce roi, passionné des écrits, installe une bibliothèque dans une tour du Louvre. C'est le début d'un véritable roman d'aventure, où les livres, puis très vite les médailles et monnaies, les gravures et tant d'autres témoins de notre histoire seront chéris et préservés. Mais c'est sous Louis XIV, amoureux des arts et des lettres, que la bibliothèque, alors royale, prend les allures d'une institution en déménageant elle aussi dans ce qui reste aujourd'hui son quartier historique, rue Vivienne, dans le 2e arrondissement de Paris. Il faut imaginer un grand bazar. Parce que, imaginez toutes les collections accumulées pendant le 15e, le 16e et le 17e siècle, et puis à ces collections de livres. Quand je parle de livres, il faut toujours imaginer manuscrits et imprimés. Il faut rajouter l'acquisition d'objets d'art d'une très grande importance. Camées, bijoux rejoignent les collections de la Bibliothèque royale. Sous l'impulsion de Colbert, ministre du Roi Soleil, une incroyable collection quitte les appartements du souverain pour prendre ses quartiers au cœur de Paris, dans la Bibliothèque royale. Des médailles, des monnaies, un trésor que Louis XIV chérissait plus que tout. Cette collection, encore si précieuse qu'elle est gardée dans une chambre forte, témoigne de la passion du Roi Soleil pour la numismatique. Louis XIV a développé un intérêt pour la monnaie et la médaille très tôt, dès son enfance. En fait, c'est une époque où on étudie l'histoire à travers les portraits de souverains ou d'empereurs, par exemple les empereurs romains. Et c'est de là qu'il a tiré l'idée de son histoire métallique, c'est-à-dire l'histoire de son propre règne à travers la monnaie et la médaille. Une des pièces les plus émouvantes de cette collection royale reste sans doute cette médaille réalisée par le grand sculpteur Jean Varin, représentant Louis XIV enfant avec sa mère Anne d'Autriche. Restée stérile plus de 23 ans, la mère du futur roi avait fait vœu de rebâtir entièrement le couvent des Bénédictines si Dieu lui donnait un dauphin. Son vœu de maternité exaucé, elle dépensa sans compter pour rebâtir ce qui devint le bien nommé Val-de-Grâce, et sa générosité ne s'est pas arrêtée là. Les archives nous informent sur le fait que Louis XIV enfant est allé déposer cette médaille dans les fondations du Val-de-Grâce. On sait d'ailleurs que le chantier en fait, avait été protégé par des tentures pour que le jeune roi ne se déplace pas dans un environnement qui n'était pas propre à sa dignité. Durant tout son règne, Louis XIV n'aura de cesse d'enrichir sa collection et Colbert, son ministre, amoureux des arts et lettres dans l'âme,
de trouver une place de choix pour ces objets exceptionnels. Ce qui deviendra la Bibliothèque nationale de France n'est à l'époque qu'une succession d'hôtels particuliers au cœur de Paris. Quatre siècles plus tard, c'est toujours le Grand Bazar sur le site Richelieu. Le plus ancien musée de France fait peau neuve et ouvrira ses portes au public en 2022 après 12 ans de travaux. Nous avons été exceptionnellement autorisés à pénétrer sur ce chantier pharaonique et visiter le salon Louis XV, lui aussi en cours de rénovation, un cabinet où les médailles et monnaies étaient exposées. Un cabinet, c'est un lieu où on conserve des collections, mais aussi où on les étudie et où on les voit, on les donne à voir. Donc, c'est un lieu souvent visitable. Donc en fait, les trous ici sont les trous dans lesquels il y avait ce qu'on appelle des médaillés, donc des sortes de commodes à tiroirs, avec des petits tiroirs très fins dans lesquels on range les monnaies et médailles. La collection de Louis XIV avait un écrin de choix. Des médaillés qui retrouveront leur place dans le futur cabinet du roi, une fois les travaux achevés. Ce mobilier, inscrit aux monuments historiques, fait lui aussi peau neuve. Nous nous sommes rendus au chevet des 8 médaillés du roi, en cours de restauration, à 350 km de la capitale, dans les prestigieux ateliers de la Chapelle, où la précision se dispute à la minutie. Cinq compagnons ébénistes, certains auréolés de la médaille du meilleur ouvrier de France, comme Mathieu Testard, s'affairent sur les piétements des médaillés royaux. Les deux plus grands médaillés du cabinet se composent d'un placard à 2 battants reposant sur une console de bois à l'entretoise richement décorée, mais gâtée par le temps. Alors en fait, ce sont des clichés du coup de la console, d'un motif qui a disparu sur cette console-ci. Donc on a toute la partie du mufle de lion ici sur le pied galbé qui a disparu, et donc du coup Mathieu doit pouvoir la restituer par rapport à son pendant. On va faire la copie en fait de ce qui est conservé sur le pied qui est situé de l'autre côté. Pas moins de 2000 heures de travail, dont 500 de sculptures pures, seront nécessaires pour rendre à ces bijoux d'ameublement leur prestige. Chacun des 123 tiroirs que compte chaque médaillé aura été ausculté pour redonner à l'ensemble son élégance et magnifier la collection royale. Alors là, du coup, on en est à la phase de montage à blanc. Donc la console est restaurée, le médaillé également, et on a fait un montage provisoire pour permettre du coup de voir le rendu qu'on pourra avoir au salon Louis XV. C'est assez émouvant de voir maintenant le meuble qui reprend forme. Préciosité et rareté, ce qui prévaut dans le cabinet du roi laisse augurer du devenir de la BNF. Ici, les objets comme les décors des salles peuvent s'enorgueillir de rivaliser avec l'exceptionnel. Aujourd'hui, les décors peints de ce cabinet, réalisés par les plus grands maîtres de l'époque, sont également en restauration. Tu veux que je prenne en photo? Là, elle est trop belle.
On est en train de faire un diagnostic par rapport à cette toile préliminaire pour comprendre la technique, surtout de l'artiste, avant tout. Et ensuite, on cherche à voir les restaurations qui ont pu avoir lieu, les altérations, donc étape par étape où on approche le tableau pour mieux le connaître avant de le toucher. C'est à Boucher que l'on confie la réalisation d'un ensemble de 4 peintures. Elles représentent les muses et leurs protecteurs, dont Clio, celle de l'histoire entourée d'amour numismates, lui présentant une médaille. Réalisées en 1742 dans son atelier de la Bibliothèque royale, les peintures de François Boucher ont perdu de leur éclat. Il faut enlever ce vernis qui est jauni, qui ne nous permet plus de retrouver et de voir la vraie palette de Boucher. Délestées de leur laque protectrice, les couleurs revivent, mais pas seulement. Visuellement, d'un coup, on a un vernis qui est blanc et qui ne permet vraiment plus de voir ce qu'il y a en dessous, et ça cache beaucoup de choses. Et dans ce tableau en particulier, ça cache la signature quand même. Comme une renaissance, la signature du maître retrouve sa superbe, à l'image du cabinet du roi. Bientôt, c'est tout le décor de cette pièce qui retrouvera sa splendeur sur le site restauré de Richelieu, comme au XVIIIe siècle, une époque qui reste un tournant pour la bibliothèque. Submergé par les collections qui ne cessent de s'accumuler, le site attend dorénavant d'autres penseurs, des architectes, qui vont devoir imaginer et agencer un espace. C'est bientôt la renaissance de ce que l'on nomme encore aujourd'hui le quadrilatère Richelieu. L'un des problèmes constants d'une bibliothèque, c'est la place. Où on met les livres, où on met les objets. Il faut attendre le début du XVIIIe siècle, un personnage important, le garde de la librairie, l'abbé Bignon, qui décide d'installer l'ensemble des collections dans l'actuel quadrilatère Richelieu. Et surtout, c'est lui qui fait une véritable réorganisation qui correspond à l'actuelle organisation de la bibliothèque, c'est-à-dire il crée les départements. Bibliothécaire du roi, véritable cheville ouvrière du site historique de la bibliothèque, on doit à l'abbé Bignon la naissance des départements fondateurs de ce qui deviendra la Bibliothèque nationale. 4 statues scellées à l'entrée du site Richelieu les symbolisent. Les médailles et monnaies, bien sûr, mais également les manuscrits, les livres imprimés et les estampes. C'est une nouvelle fois Colbert, l'érudit homme de confiance du roi Soleil, féru d'art et de science, qui fait l'acquisition en 1667 de la collection de l'abbé de Marolles. Cet ecclésiastique va réunir jusqu'à 120 000 images. Une collection qui signe l'acte de naissance du département des estampes de la bibliothèque du roi. Le département des estampes et de la photo, c'est un coffre-fort géant en lui-même. Nous conservons actuellement 15 millions d'images. Ça représente 20 km de rayonnage. Durer, Renoir, Gauguin, Toulouse-Lautrec. Les plus grands noms de la peinture ont leur place dans ce magasin. Et au sein de cet océan d'images, vous avez le précieux du précieux. C'est ce qu'on appelle la réserve du département des estampes. Nous avons eu le privilège de franchir les grilles de cette réserve des estampes. Là où sont jalousement gardées les pièces les plus exceptionnelles de ce que le roi nommait sa bibliothèque d'images. Car au XVIIe siècle,
l'estampe est le seul moyen de reproduction d'un dessin gravé. Parmi les pièces les plus précieuses, 224 gravures de Rembrandt. Rembrandt est un des plus grands maîtres de la gravure occidentale. Rembrandt, on le connaît comme peintre, mais très jeune, il a eu également une activité de graveur importante, puisqu'on estime qu'il a gravé environ 300 estampes. Et au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, Rembrandt graveur est autant, voire plus apprécié que Rembrandt peintre. Rembrandt utilise une technique de gravure assez singulière, celle de l'eau forte. C'est l'action de l'acide nitrique sur une plaque de cuivre préalablement dessinée qui va creuser des sillons et permettre l'impression. Cette matrice est replongée autant de fois que nécessaire dans ce bain âcre pour assombrir ou éclaircir les zones souhaitées. L'impression de l'estampe se fait sur une presse tout à fait particulière qu'on appelle la presse en taille douce et qui a la particularité d'exercer une très forte pression sur la matrice et sur le papier, puisqu'au moment de l'impression, le papier doit pouvoir venir boire l'encre qui est dans les tailles de la matrice. Le département des estampes conserve également les pièces maîtresses d'un des plus grands artistes du continent asiatique, Katsushika Hokusai. L'artiste japonais va produire une série baptisée « Les 36 vues du mont Fuji ». Dont l'œuvre la plus emblématique reste la Grande Vague de Kanagawa. Une estampe hypnotique, dont le travail sur la profondeur et la perspective laisse sans voix. Cette pépite est l'un des trésors de la bibliothèque. Une bibliothèque qui, au XVIIIe siècle, s'apprête à vivre l'un des événements les plus déterminants de son histoire. Je me trouve actuellement sur le site François Mitterrand, dans le 13e arrondissement de Paris, et plus précisément dans la réserve des livres rares. Ce département conserve certains des plus grands trésors de la bibliothèque qui a vécu des moments agités pendant la Révolution française. Nous sommes en 1789 et la Bibliothèque royale va connaître un des plus grands tournants de son histoire. Si les rois de France, depuis la Renaissance et plus précisément Louis XIV, ont continué d'amasser, les confiscations révolutionnaires vont considérablement augmenter les collections de la bibliothèque devenue nationale. Parmi ces chefs-d'œuvre, voici un exemplaire du roman sulfureux de Choderlos de Laclos, Les liaisons dangereuses. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel exemplaire, car c'est celui de la reine Marie-Antoinette. Le transfert des livres de Marie-Antoinette à la Bibliothèque nationale s'est effectué dans les derniers jours de l'année 1792. Il s'agissait d'un ensemble d'environ 4000 volumes provenant de la bibliothèque privée de la reine qu'elle conservait à l'origine à Versailles, puis qu'elle avait fait transporter aux Tuileries en octobre 1789. L'exemplaire est donc exceptionnel par sa provenance et remarquablement conservé. Regardez, relié en maroquin rouge aux armes de la reine. En 1792, des dépôts de livres furent constitués dans Paris. L'un d'entre eux, devenu bien national, allait recevoir de nombreux trésors. C'est la bibliothèque de l'Arsenal qui sera rattachée plus tard à la Bibliothèque nationale. Rien à sa construction ne prédestinait cet ancien hôtel du grand maître de l'artillerie à devenir une bibliothèque.
Nous sommes au XVIe siècle, sur ce qui était une île, aujourd'hui disparue, en plein cœur de Paris, l'île Louviers, bordée par la Seine. C'est ici que François Ier décide d'installer non pas une bibliothèque, mais un arsenal, un dépôt d'armes et de munitions. La dimension stratégique du lieu aussi se justifie par son implantation, on va dire, géographique. Il faut se souvenir de ce qu'était Paris à une époque assez lointaine où la ville était encore entourée par un rempart. Et ce rempart se prolongeait jusqu'à l'Arsenal. La Seine a toujours été une artère propice aux invasions et donc il fallait protéger la ville. Ce rempart a été érigé en ce lieu pour assurer cette protection. Un officier royal, nommé grand maître de l'artillerie, dirige ce bâtiment et assure la protection de Paris. Au XVIIe siècle, le plus illustre est le duc de Sully. Mais c'est à son successeur que l'on doit un acte fondateur, un incroyable aménagement qui va changer la vocation de l'arsenal. Le personnage dont on a la mémoire aujourd'hui à l'arsenal, c'est le maréchal de la Meilleraye. Donc il fait son office en s'occupant naturellement de la garde des poudres, des canons. Mais il en fait aussi l'aménagement et il se crée des appartements, des lieux de vie qui sont tout à fait remarquables. Nous sommes sous le règne de Louis XIV. Le maréchal de la Meilleraye, cousin de Richelieu, est nommé en 1646 grand maître de l'artillerie. Homme de guerre, il est doublé d'un amoureux des arts et fait réaliser pour son épouse d'incroyables appartements au décor peint. Les appartements de l'épouse du maréchal étaient composés d'une pièce principale, avec un lit, et d'une autre, plus intime, où elle pouvait recevoir. La maréchale aime se retirer dans une pièce plus intime pour s'entourer de ses amis, pour discuter ou lire ou écrire certaines lettres. Cette galerie représente 13 femmes illustres, dont évidemment l'incontournable Jeanne la Pucelle, Jeanne d'Arc, ici. Mais nous avons aussi des reines des Amazones. Nous avons notamment Sémiramis et à côté Judith qui tranche la tête d'Holoferne. Cet oratoire baptisé Cabinet des femmes fortes rend hommage aux courageuses et vertueuses de l'histoire. Il est dans un incroyable état de conservation et laisse augurer du destin peu commun de ce bâtiment militaire qu'est l'Arsenal. Au milieu du XVIIIe siècle, le dépôt de munitions est déplacé hors de Paris. Et c'est le nouveau grand maître de l'artillerie, le marquis de Pommy, resté sur place, qui y installe sa bibliothèque. Le marquis de Pommy est un collectionneur à une époque où il est très rare et très compliqué de collectionner les livres. Au temps de l'Ancien Régime, les livres sont rares, les livres sont chers. Et donc le marquis de Pommy se lance dans cette activité avec une passion véritablement débordante. Et à partir des années 1750-1755, il s'installe à l'Arsenal. Pommy est très important pour l'histoire des bibliothèques. Il est très important pour l'Arsenal parce qu'il est finalement le premier à installer des livres. Et donc il fait basculer la vocation du lieu, qui est un lieu jusqu'à présent technique, militaire. Ce lieu finalement devient une bibliothèque. La collection du marquis est pour cette époque d'une grande richesse. Elle compte pas moins de 52 000 volumes, dont des milliers de manuscrits et plus de 500 estampes. Mais c'est un événement historique de taille, la Révolution française, qui force un peu plus le destin de l'Arsenal à devenir une bibliothèque nationale.
En 1789, ce qui est considéré comme un logement de fonction royale est confisqué, tout comme l'imposante collection du marquis de Pommy. À l'époque, qu'est-ce qui arrive aux bibliothèques? Elles sont saisies, et donc il se crée des dépôts littéraires un peu partout. Ce qui a finalement sauvé cette bibliothèque et ce qui a empêché sa dispersion, c'est potentiellement effectivement des questions matérielles, mais je pense que c'est le rayonnement intellectuel de cette collection. C'était quand même l'aura de la collection qui était forte. Finalement, les hommes de la Révolution, ils n'ont fait que prolonger le dessin de Pommy. Le bâtiment de l'Arsenal devient officiellement une bibliothèque nationale en 1797 et va s'enrichir elle aussi de la confiscation des biens révolutionnaires, avec des livres, beaucoup de livres, mais pas seulement. Nous avons été exceptionnellement autorisés à pénétrer dans une des pièces les plus secrètes de l'Arsenal. Un magasin où l'on garde jalousement des morceaux d'histoire, celle des archives de l'ancienne prison de la Bastille. Pas moins de 2227 boîtes cartonnées renferment les petits délices et les crimes sanglants des siècles passés. C'est Pierre Lepot, marchand à Arras, qui demande que Dorothée Pantaléon, Joseph Lepot, son fils, soit enfermé à Saint-Lazare. Et il a fait tout un petit cahier pour expliquer les errements de son fils, à qui il a donné une très bonne éducation. Et il devait faire sa théologie et devenir prêtre, mais il passait son temps en partie fine. Dès qu'il rentrait à la maison paternelle, il se livrait à la débauche avec des filles et des femmes de mauvaise vie, ce qui l'aurait fait chasser ignominieusement du séminaire. Voilà. Ce sont des trésors inestimables parce que c'est le seul moyen que nous avons de connaître la vie quotidienne, les accidents de leur vie, mais aussi leurs sentiments, leurs ressentiments, etc. Source inépuisable pour les chercheurs, les archives de la Bastille conservent les petits litiges de droit commun ou les dossiers plus célèbres, comme celui qui a fait vaciller la couronne sous Louis XIV, l'affaire des poisons, mais également les écrits de ces prisonniers. Dans le coffre à trésors de l'Arsenal, on trouve la correspondance d'un écrivain aussi illustre que subversif, détenu dans les geôles de la Bastille, le marquis de Sade. Condamné à mort pour débauche et empoisonnement à la cantaride, un puissant aphrodisiaque, il échappa à la peine capitale, mais passera 12 années derrière les barreaux. Il n'était pas commode, il n'était pas aimé du tout dans la prison. C'était pas un prisonnier sympathique. Le marquis profite néanmoins de quelques privilèges. Embastillé, il dispose d'une cellule individuelle et se constitue une bibliothèque. Mais le romancier revêche provoque souvent les foudres de l'administration pénitentiaire qui lui saisit ses lettres. Alors, pour garder sa liberté de communiquer, le marquis trouve une astuce. Pour échapper à la censure, en fait, lui-même et ses correspondants écrivaient des lettres aux lignes assez espacées et entre les lignes, ils écrivaient au jus de citron, à l'encre sympathique en fait. Et pour la lire, on la passait sur la flamme d'une bougie, on la chauffait à la flamme d'une bougie. Donc c'est pour ça que beaucoup de ces documents paraissent noircis, comme s'ils avaient été brûlés. Il parle dans ces lignes qui sont secrètes, les espoirs qu'il avait de tel appui, les tractations qu'il faisait pour être libéré. Et donc lui, par précaution, une fois que c'est lu, il caviarde les lignes qui ont été lues avec un pinceau d'encre. Donc on a ces pages complètement incroyables. Les traces de la détention du marquis de Sade à la Bastille, foisonnantes, font encore les heures belles des historiens. Elles ont été miraculeusement sauvées des combats révolutionnaires, comme d'autres trésors, confisqués ceux-là, mais bien à l'abri aujourd'hui dans les coffres-forts de l'Arsenal. Il est considéré comme le joyau de cette bibliothèque. Un livre, ou plutôt une relique, gardée derrière des grilles et de longs couloirs. Il ne sort que très rarement de son écrin, et nous avons eu le privilège de le feuilleter. Dans chaque bibliothèque, il y a un trésor emblématique. Ce trésor de l'Arsenal, c'est le psautier de Saint-Louis. C'est effectivement qu'il a aussi une épaisseur artistique. C'est l'époque où les tableaux étaient dans les livres.
quand on le voit, c'est la magie. Les mots sont insuffisants. Un petit ouvrage d'à peine 21 cm sur 14, créé au XIIIe siècle pour une reine, la mère de Saint-Louis, Blanche de Castille, et qui sera déposé à la Sainte-Chapelle. Pendant tout le Moyen-Âge, c'est dans ce joyau de l'art gothique que les monarques décident de déposer les reliques les plus précieuses, signes de leur dévotion, comme la couronne d'épines et le psautier de Blanche de Castille, plus connu sous le nom de psautier de Saint-Louis, roi de France en 1226. Mais au moment de la Révolution, les biens des établissements religieux n'échappent pas aux saisies et sont dirigés vers les dépôts littéraires. À ce moment-là, tout près d'ici, rue Saint-Antoine, il y a un dépôt qui s'appelle le dépôt de Saint-Louis la Culture. C'est vers là qu'affluent les œuvres prises à la Sainte-Chapelle. Et c'est là que l'on trouve un bibliothécaire révolutionnaire convaincu qui dirige le dépôt de Saint-Louis la Culture et dirige l'Arsenal par ailleurs. Ce bibliothécaire zélé cherche à enrichir la collection de Pommy, notamment sur le thème de la théologie. Lorsqu'il voit arriver le trésor de la Sainte-Chapelle, un manuscrit considéré comme une relique de Saint-Louis, sans doute parce que celui-ci a appris à lire sur ce psautier, etc., il perd pas cette occasion, il prend le psautier, il prend la chemise qui l'enveloppe et il dépose tout ça à la bibliothèque de l'Arsenal, où nous le conservons depuis. C'est ainsi que ce livre de psaumes, rare, riche d'une incroyable série de 78 enluminures en pleine page, réalisées à la feuille d'or, racontant l'Ancien et le Nouveau Testament, entre à l'Arsenal. Les tableaux, caractéristiques de l'époque romane finissante, esquissent les visages dans une grande sobriété. Il est vrai que l'enluminure médiévale a cela de déroutant, que les émotions dans les personnages vont principalement s'exprimer par le corps, les attitudes, les gestes, et moins par les visages. Ça se lit d'une certaine façon comme un langage qu'il faut apprendre. Les enlumineurs de l'époque avaient beaucoup d'humour, et c'est pas parce qu'on est dans un psautier que c'est interdit. Ça, c'est vraiment tout le sel de l'enluminure médiévale. Pour preuve, cette enluminure du jugement dernier, où on voit les âmes en attente de leur jugement, dans une attitude anxieuse, les bras croisés sur la poitrine, une main levée, regardant avec angoisse le sort de la balance qui va pencher d'un côté ou de l'autre. Évidemment, il y a un mauvais côté, et les petits démons à droite de l'image sont déjà en train de se réjouir de cette moisson qui va leur tomber. On voit un petit démon qui s'accroche à la balance et qui la tire vers lui pour tricher et fausser le résultat de la pesée de ses âmes. Et donc voilà, on a cette représentation en fait rendue drôle, rendue comique du jugement dernier par l'enluminure d'une façon tout à fait autorisée. Combien de visages princiers se sont penchés et peut-être amusés sur ce parchemin fragile, mais ô combien magnifiquement conservé à l'Arsenal depuis la Révolution française. Une révolution qui aura bouleversé le destin de l'Arsenal militaire, mais aussi celui du site de la Bibliothèque royale à Richelieu. L'ancienne bibliothèque royale sur le site historique de Richelieu n'a pas subi de pertes pendant la Révolution. Elle s'est même particulièrement enrichie. Avec cet accroissement mirobolant des collections, la Bibliothèque nationale peine tout au long de la première moitié du 19e siècle à absorber cette masse de livres et d'objets. La vétusté des bâtiments, ici à Richelieu, n'aide pas à classer les documents et leur offrir un écrin digne de leur préciosité. Il faut donc attendre le Second Empire et Napoléon III pour donner un nouveau souffle à cette institution. La salle dans laquelle je me trouve est l'illustration de la poursuite des projets de construction du 19e siècle.
Ce chef-d'œuvre de l'architecture surnommé le Paradis ovale est l'œuvre de Jean-Louis Pascal et Alfred Recoura. Fermé depuis 2016, ce trésor est en restauration. Cette salle de lecture, inscrite au titre des monuments historiques, impressionne par ses dimensions. Un ovale de 43,70 mètres sur 32,80 mètres, 18 mètres de hauteur. Quand elle rouvrira en 2022, la salle ovale proposera une découverte inédite de l'ensemble des collections de la Bibliothèque nationale grâce à des dispositifs numériques qui permettront aux curieux de faire entre autres des essayages de costumes de scène ou de retracer l'histoire d'un livre célèbre à travers ses brouillons manuscrits. Deuxième salle majeure du site Richelieu, la salle ovale a été pensée pour remplacer la salle de lecture publique de la bibliothèque. Les travaux commencent en 1897 et cet espace va compléter un vaste projet de rénovation et de modernisation que l'empereur Napoléon III a confié à un autre architecte quelques dizaines d'années plus tôt, Henri Labrouste. Un homme visionnaire qui, à travers ses constructions, va profondément marquer l'institution et permettre à la bibliothèque de rivaliser avec les plus réputés au monde. Bien plus qu'une salle de lecture, c'est un palais dessiné par un visionnaire, l'homme providentiel du site Richelieu, l'architecte Henri Labrouste. Véritable cheville ouvrière de la splendeur de la bibliothèque devenue nationale, Labrouste est nommé par l'empereur Napoléon III pour moderniser et agrandir ce lieu historique. Il a fallu d'abord régler le problème d'éclairage. La lumière est le thème central du projet de Labrouste. Nous sommes en 1860. L'électricité n'est arrivée sur ce site qu'un demi-siècle plus tard. L'éclairage au gaz étant proscrit, seule la lumière naturelle devait être utilisée. 9 coupoles, soutenues par des colonnes fines et élégantes de 12 mètres de hauteur, soutiennent un plafond de verre qui filtre la lumière du jour. De type basical, l'abside de la bibliothèque et sa couverture lui confèrent une atmosphère de recueillement. À l'époque, les livres ne sont pas directement accessibles aux lecteurs. Labrouste imagine donc un magasin attenant à cette magnifique salle dédiée au stockage des collections imprimées. En quittant l'hémicycle, on traverse la porte, gardée d'ailleurs par 2 cariatides qui rendent l'entrée solennelle. Nous sommes dans le magasin central et tout d'un coup, l'ambiance change. L'architecte pense à un agencement vertical sur 4 niveaux, séparés par des caillebotis à claire-voie pour laisser passer la lumière. Les allées sont larges, permettant aux magasiniers de circuler avec leurs chariots. Pendant plus d'un siècle, le magasin central interdit au public protégeait toutes les collections de livres imprimés, soit plus d'1 million de volumes. Nous avons le souci à la fois de conservation des collections, mais aussi la sûreté des collections. On est à l'intérieur d'une chambre forte. Donc, si vous regardez bien, l'aspect ressemble plutôt à une prison. Hein. C'est voulu d'ailleurs, cet aspect de rigueur. Avec la construction de ce magasin central, Henri Labrouste solutionne pour un temps le stockage des ouvrages imprimés de plus en plus foisonnants. Le concept est révolutionnaire et sera copié de par le monde dans de nombreuses bibliothèques. Avec Labrouste, le site Richelieu, qui abrite les trésors de notre patrimoine culturel, se drape dans la superbe.
Le bâtisseur conçoit des salles de lecture, des magasins et de splendides réserves, comme celle qui garde jalousement la collection des arts et spectacles. Nous sommes ici dans la galerie Auguste Rondel, qui est un lieu magique du site Richelieu où le public ne peut pas venir. C'est un magasin conçu comme un écrin, particulièrement bien décoré, avec des peintures qui ornent les moindres détails de cette galerie, y compris les plafonds. Il y a des grandes poutres en fer qui disparaissent complètement derrière des dorures et des arceaux qui, en quelque sorte, magnifie la collection qui est ici. On est vraiment dans un des espaces les plus étonnants et les plus fascinants du site Richelieu. Sur les rayonnages et derrière les vitres des pupitres, on découvre une non moins incroyable collection que l'on doit à un certain Auguste Rondel, amateur d'arts et spectacles en tout genre. Auguste Rondel est un banquier originaire de Marseille, mais il est aussi polytechnicien, il est aussi, et c'est ce qui nous intéresse, fou de théâtre. Et il se met à constituer, à partir de la fin du 19e siècle, une collection tout à fait pionnière de documentation sur les spectacles. Plus de 400 000 documents, 20 km de rayonnage. La collection initiée par Auguste Rondel ne cesse de s'enrichir au fil des décennies afin de garder une trace des plus grands artistes de tous les temps. Des trésors, la galerie Rondel en préserve jalousement. Et parmi eux, certains procurent une émotion incommensurable. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. C'est la robe fétiche de Piaf parce que c'est la dernière robe dans laquelle elle a chanté. Elle a chanté notamment à l'Olympia, donc elle est chargée de toute cette émotion de la fin de la vie de Piaf. L'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. C'est une robe qui est griffée, mais qui est dans la tradition de toutes les robes de Piaf. C'est-à-dire une jupe plissée, c'est une robe en crêpe de soie. C'est une robe avec des manches longues parce qu'elle n'aimait pas qu'on voit ses bras. Là, il y a un petit décolleté, parfois il est encore plus étroit pour des questions de pudeur, notamment quand elle chante aux États-Unis. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord. Celle qui chanta l'amour comme personne, la grande Édith Piaf, ne mesurait qu'1,47 m et ne versait dans aucun artifice. La sobriété de sa tenue laissait la part belle à sa puissance vocale. Une ombre de la rue. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait. Piaf, elle est identifiée à sa robe noire. Les gens ont tous un disque dans leur grenier de Piaf et ils la voient dans sa robe noire. Du coup, ça cristallise en fait toute l'émotion du public. Un habit conservé dans la galerie Rondel comme une relique, à l'abri de la lumière, de la poussière, avec une hydrométrie stable pour que la robe fétiche de la môme, au même titre que ses hymnes à l'amour, traverse les siècles sans dommage. Ils sont une foule d'artistes qui, au travers de leurs costumes, leurs documents de travail extraordinaires, ont laissé un peu de leur âme dans cette incroyable galerie. Là, on a une pièce tout à fait exceptionnelle dans les collections de la BNF.
très rare. C'est un document écrit et dessiné par Jacques Prévert, ce qu'on appelle une planche scénaristique. C'est une étape de l'élaboration du scénario d'un film, en l'occurrence Les Visiteurs du soir. Un brouillon de travail en quelque sorte, ou plus exactement un chef-d'œuvre signé du poète Jacques Prévert, qui pour préparer chaque scène du film du réalisateur Marcel Carné, dessinait ses personnages et leurs actions. C'est un document exceptionnel pour comprendre comment Prévert travaillait. On part des personnages, on crée des situations et ensuite on écrit des dialogues et différentes scènes. Alors là, le premier personnage, là, le ménestrel, c'est un des déclencheurs du film. Et puis la femme en homme, qui est l'autre ménestrel envoyé par le diable, elle est jouée par Arletty. Donc ça, c'est les deux personnages principaux du film. Il y a des personnages qui ne seront pas dans le film. Par exemple, le chapelain, là, ici, on voit qu'il saute du volcan. On s'en débarrasse. Et d'ailleurs, Prévert écrit, s'il nous emmerde, on le remplacera par un ermite. Et en fait, on le remplace par rien du tout. Il disparaît. De même, la femme du Seigneur, si le Seigneur est veuf, ça arrange les choses. Donc, pas de femme du Seigneur. Nous la tuons tout de suite. Donc là, voilà la femme du Seigneur ici. Alors, ce type de documents qui, à l'origine, étaient des documents de travail, souvent, Prévert, il les punaisait. Nous, on les préserve comme des trésors incroyables, inestimables. Ce trésor, c'est à la fois une enluminure, c'est aussi une bande dessinée, c'est un poème graphique, c'est plein d'humour, de créativité au sein d'une seule page dessinée et écrite. La rareté, l'exceptionnel sont dans l'ADN de la Galerie Rondel et de la bibliothèque. Dans cette institution séculaire, le fruit du travail des artistes de tous bords et de toutes les époques garde une place de choix. Et cet incroyable manuscrit, composé de 8 fascicules, ne fait pas mentir la tradition. Véritable joyau national, cette partition est référencée dans le département musique de la bibliothèque grâce à la passion d'une cantatrice pour l'un des plus grands compositeurs au monde, Wolfgang Amadeus Mozart. En 1855, Pauline Viardot achète en Angleterre l'unique partition connue de Don Giovanni et la rapporte à Paris. La cantatrice elle-même construit l'aura de ce manuscrit en le reliant, cette reliure de maroquin souple, hein, c'est assez original pour les années 1850, et surtout en enchâssant le manuscrit dans ce coffret construit spécialement pour lui. Et ce coffret, elle va le mettre dans son appartement parisien. Elle va le construire comme une petite chapelle. Et ça va être le privilège de ses invités de pouvoir admirer le manuscrit, de pouvoir le vénérer comme une relique. À sa disparition, la cantatrice cède le manuscrit à la bibliothèque, ainsi qu'une page exceptionnelle de l'histoire de la musique qui lève le voile sur les secrets de création de l'illustre compositeur. Ce qui est fascinant dans les manuscrits de Mozart, c'est qu'on voit Mozart composer. C'est-à-dire qu'on peut comprendre comment Mozart réussit à créer cette œuvre à partir d'éléments purement graphiques, en fait par des jeux de couleurs d'encre. On a presque l'impression qu'il change de plume à certains moments pour annoter certaines voix d'instruments. On note assez facilement qu'il commence par mettre en place les cordes et le chant, et qu'ensuite, il ajoute dans un deuxième temps ce qui est de l'ordre de l'orchestration, c'est-à-dire en fait les flûtes au bois, basson, corps. À l'image du livret de Don Giovanni, le département des manuscrits conserve des pépites. Des œuvres écrites de la main de compositeurs ou auteurs majeurs, comme Victor Hugo, qui de son vivant a réalisé que seule la bibliothèque pouvait être garante de la pérennité de ses œuvres.
Victor Hugo est un des premiers à avoir organisé de son vivant la survie de ses archives et la postérité de ses archives, puisqu'il a rédigé un testament, et plus précisément un codicile, c'est-à-dire un petit ajout à son testament, qu'il rédige en 1881, et par lequel il prévoit que, je cite, « tout ce qui sera trouvé, écrit et dessiné par moi sera versé un jour à la Bibliothèque nationale de Paris, qui sera un jour la Bibliothèque nationale des États-Unis d'Europe ». C'est la formule qu'emploie Victor Hugo. Et ce geste testamentaire est un tournant pour l'histoire des collections, puisqu'il va d'abord marquer les collections par l'arrivée massive des grands manuscrits de Victor Hugo et de tous ses dessins. Et parce qu'il va faire exemple, finalement, et d'autres grands écrivains, quelques années après, je pense à Émile Zola au début du XXe siècle, vont faire ce geste d'organiser la transmission de leurs manuscrits à la postérité via la Bibliothèque nationale. À la mort de Victor Hugo, ses volontés testamentaires respectées, 273 manuscrits et romans, ainsi que 1300 dessins, sont déposés à la bibliothèque pour être précieusement conservés. Ces dessins sont les dessins qui illustraient le manuscrit des Travailleurs de la mer, des chefs-d'œuvre romanesques, des romans de Victor Hugo. Ils ne sortent quasiment jamais, ils sont très fragiles, il faut éviter l'exposition à la lumière le plus possible. C'est donc un très grand privilège de pouvoir les consulter d'aussi près comme aujourd'hui. Il nous renseigne sur la puissance visionnaire de Victor Hugo et les images qu'il suscitait par les mots. Il essayait aussi de les traduire par le dessin. Et ce sont donc ces visions tout à fait fantastiques, extraordinaires. Ces visions sont parfois presque des allégories, des sortes de personnifications de puissance de la nature. Ici, l'esprit de la tempête qui joue un si grand rôle dans le roman. Des personnages aussi fantastiques comme le roi des Aucriniers ici sur ce dessin. En exil à Guernesey depuis une quinzaine d'années, Victor Hugo écrit Les Travailleurs de la mer à la fin du XIXe siècle. L'expatrié joindra à la publication de son roman plus de 36 dessins inspirés par les paysages marins de l'île anglo-normande. Cet esprit que la bibliothèque est la bibliothèque de la nation est incarné par le legs de Victor Hugo. Donc évidemment, après lui, il y aura des émules, des gens qui ont suivi l'exemple de Victor Hugo et qui permettent encore aujourd'hui, parce qu'il y a bien sûr, il y a des legs, mais aussi des acquisitions importantes. C'est un ensemble de legs et d'acquisitions qui permettent à la bibliothèque de continuer à vivre. Donc une collection qui ne s'enrichit pas est une collection morte. La bibliothèque est un organisme vivant. Vivante et entreprenante, cette vieille dame qu'est la bibliothèque n'attend pas les legs pour enrichir son trésor. Il lui arrive, souvent grâce au mécénat généreux, de faire des acquisitions exceptionnelles. À l'image de ce petit carnet, dont la taille est bien loin d'être proportionnelle à sa valeur, immense, tout comme la notoriété de son propriétaire, l'écrivain Marcel Proust. En 2013, ce petit agenda 1906 est passé en vente et nous avons pu l'acquérir. C'est un exemple unique dans le fond des manuscrits de Marcel Proust, à la fois par son format et par l'usage que Marcel Proust a fait de ce petit carnet. Donc c'est un petit agenda trimestriel, ici avec le premier trimestre de 1906, mais Marcel Proust ne l'a pas utilisé en 1906 pour noter ses rendez-vous, par exemple. Il l'a utilisé quelques années plus tard, à partir de 1909, comme carnet de travail, alors qu'il préparait
D'abord, le texte qu'il avait en vue, qui s'intitulait « Contre Sainte-Beuve, souvenir d'une matinée », qui est un des tout premiers textes qui va devenir la recherche du temps perdu. 17 pages griffonnées par le romancier qui y prend des notes, s'interroge, liste des termes d'architecture, de cuisine ou de botanique. Il ne s'agit pas de passages de la recherche rédigés en entier, mais de listes de mots ou de vérifications à faire au moment où il avance dans la préparation de son texte. Il a besoin de revenir sur certains points. Et par exemple, ici, au feuillet 16, cette note au crayon bleu. Une question qu'il se pose. Une église qui a une coupole peut-elle avoir un clocher? Voilà. Point d'architecture, d'histoire de l'architecture à vérifier. C'est le romancier précis qui cherche à être le plus véridique, le plus précis dans son écriture. Ce petit agenda, dont personne ne soupçonnait l'existence, a été acquis aux enchères en 2013 pour une somme tenue secrète. Il offre aux lecteurs et aux chercheurs de nombreux champs d'investigation et garde une valeur patrimoniale unique. On est à l'affût de ce genre de découvertes qui sont finalement très rares. Ça n'arrive pas si souvent que ça, qu'un inédit, un vrai inédit, un manuscrit resté inconnu pendant si longtemps ressurgisse. Chaque œuvre unique entrant à la bibliothèque est traitée avec les mêmes égards qu'un trésor rejoignant un palais. Dans les différents sites de la BNF, on met tout en œuvre pour sauvegarder ce qui fait la mémoire du monde, et le gigantisme du site François Mitterrand va permettre à des œuvres et des collections incroyables de prendre leurs aises. Au XXe siècle, les différents sites de la Bibliothèque nationale ne suffisent plus à conserver ces trésors qui viennent chaque jour grossir les rayonnages de ces réserves. Il va falloir attendre le milieu des années 80 pour remédier à cette situation. Le 14 juillet 1988, François Mitterrand annonce la construction de ce qui sera la plus grande et la plus moderne bibliothèque de France. Nous nous trouvons ici dans un lieu inaccessible au public, les réserves du département droit, économie, politique et presse sur le site François Mitterrand. Et je vais vous montrer dans un instant un morceau d'histoire qui est venu rejoindre ce site au moment du grand déménagement. Un moment d'histoire imprimée dans les colonnes du journal L'Aurore, préservé grâce au dépôt légal à la Bibliothèque nationale de France. Le voici. Il s'agit de l'article « J'accuse » à la une du quotidien, signé bien évidemment Émile Zola. Un article de combat, une leçon d'écriture. Et dans cette lettre ouverte, publiée le 13 janvier 1898, l'écrivain de plus en plus engagé interpelle Félix Faure, alors président de la République, pour défendre la cause du capitaine Alfred Dreyfus, qu'il juge injustement accusé de trahison. Alors la forme, déjà employée par Zola, est assez révolutionnaire pour l'époque. L'article est très long, avec environ 4570 mots. Il court sur pas moins de 8 colonnes, dont l'intégralité de la première page de l'Aurore. La première conséquence de J'accuse, c'est de relancer l'affaire Dreyfus. La seconde, c'est que Zola s'expose aux poursuites judiciaires civiles afin d'extraire l'affaire Dreyfus des mains des militaires, ce qui provoquera l'écroulement de l'édifice créé par ces militaires, aboutissant à la révision du procès. Ce document est alors entré dans l'histoire avec un grand H. Des articles de presse comme celui-ci, mais également d'autres documents révélateurs des faits marquants de notre temps, sont arrivés ici, sur le site de Tolbiac, au cours d'un déménagement exceptionnel. Et il n'y a pas que des périodiques, des manuscrits ou des livres rares qui ont pris leur quartier sur le site François Mitterrand. Ce sont également des savoir-faire comme ceux des restaurateurs qui bénéficient de cet espace prodigieux. Nombreux manuscrits ou livres anciens mis à l'épreuve du temps, des intempéries, des guerres aussi, portent les stigmates d'une vie tumultueuse. Le problème, c'est que le tissu, il est fragile et du coup, c'est pas évident. Là, il s'est accroché dans l'autre. Ça y est.
Pour leur offrir la chance d'une nouvelle jeunesse, ils sont confiés à des petites mains. Certains nous appellent les chirurgiens du livre. Bon, ça nous fait un peu rire, mais c'est parce qu'on utilise aussi des outils utilisés en chirurgie, comme les scalpels. C'est ce qui est utilisé en chirurgie. Là, j'ai une aiguille chirurgicale. Donc, c'est un petit peu ça, parce qu'on fait de la dissection de livres pour pouvoir accéder aux différentes parties du livre qui sont abîmées. Donc, c'est pour ça, c'est anecdotique. Mais enfin, bon, on est surtout, enfin, notre titre, c'est restaurateur de livres anciens et de manuscrits. Cécile Brossard travaille à la restauration d'un ouvrage d'architecture militaire italien datant du XVIIe siècle. Un manuscrit à la couverture de velours brodé de fils de soie. Le problème des reliures textiles, c'est qu'il faut savoir qu'elles étaient vraiment répandues au Moyen-Âge parce qu'on ne savait pas colorer le cuir. Donc la seule façon qu'avaient les seigneurs d'avoir des ouvrages d'apparat pour montrer leur richesse, c'était d'avoir des reliures recouvertes de tissu. Alors évidemment, c'était des velours, des soieries. Ils faisaient venir des soieries importées d'Orient, donc c'était des reliures absolument splendides. Le seul problème, c'est que le tissu n'étant pas adapté pour ce genre de but, finalement, les ouvrages en tissu ont beaucoup souffert. Et il y en a beaucoup qui ont disparu de par leur usure. Pendant des heures, des journées entières, Cécile va s'évertuer à recoudre et remplacer ce que l'on appelle les appliques, ces minuscules morceaux de tissu décoratif cousus. Pour ce travail, c'est beaucoup plus confortable de travailler avec une loupe dans la mesure où c'est quelque chose de très minutieux. Il y a un fil qui est aussi fin que les cheveux, puisque justement, il faut qu'il ait une certaine solidité, mais qu'il ne soit pas trop solide comme un fil de polyester, par exemple, parce qu'un fil de polyester, il aurait tendance à casser les fils du tissu d'œuvre. Des œuvres qui, avant de passer entre les mains expertes des restaurateurs, sont scannées par leurs regards avertis. C'est ce que l'on appelle la visite. Comprenez un bilan général. On va d'abord faire une visite de l'ouvrage, feuillet par feuillet, pour déceler quels sont les défauts qu'il peut contenir, les déchirures, les lacunes de papier, pour ce qui est du bloc texte, et ensuite une visite extérieure de la reliure en elle-même. L'ouvrage, expertisé par Stéphane Guérineau, est une œuvre majeure du philosophe Blaise Pascal. Ses pensées, écrites de sa main et reliées au XVIIe siècle. Des fragments de réflexion théologique que la maladie et la mort empêcheront son auteur de publier. C'est émouvant puisque je suis conscient, on est conscient au sein de l'atelier qu'on voit passer des pièces d'une grande rareté, des pièces uniques souvent, et c'est sûr qu'il y a une certaine émotion à pouvoir avoir entre les mains un ouvrage que Blaise Pascal a écrit de sa plume. Les altérations que j'ai pu déceler, déjà, c'est une certaine salissure au niveau des premiers feuillets. D'ailleurs, on parle de garde pour ce qui est des volumes. Donc les gardes, comme vous pouvez le constater, elles ont des lacunes. Le papier est assez sale, il manque du papier. Il y a aussi des déchirures marginales sur toute la hauteur du feuillet. Donc c'est normal, en fait, vu l'ancienneté de l'ouvrage. On peut dire que c'est quand même un ouvrage en assez bon état. Ces techniciens de l'ombre sont les thérapeutes de nos trésors nationaux. Du bout de leurs doigts agiles, ils veillent à garantir leur pérennité pour notre mémoire collective. Des livres, mais aussi des sons qui racontent tant de notre histoire. Le pont Mirabeau. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine. Le matin du certificat, ma mère a fermé sa boutique pour pouvoir mieux m'encourager. Ça se passait à la communale près de Saint-Germain-l'Auxerrois, dans le Préau même. Elle me recommandait en route d'avoir bien confiance en moi-même. Tu me fends le cœur.
Allons, César. Il n'y a pas d'allons, César. Tu me fends le cœur. J'ai le cœur fendu par toi. Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. Du dernier étage des tours de Tolbiac jusqu'au sous-sol, la mémoire visuelle et auditive du monde, de la plus ancienne à la plus récente, est là, offerte aux regards et aux oreilles. Tout mon cœur à mon homme. Nous sommes au niveau plus bas de ce bâtiment de Tolbiac, qui concerne les collections audiovisuelles de la Bibliothèque nationale de France. Donc quand on dit audiovisuel, c'est le son, le média le plus ancien, depuis la fin du 19e siècle, et le multimédia, encore plus récemment, à partir de 1992. Et quand on dit multimédia, c'est également ce qu'on ne soupçonne pas forcément, le jeu vidéo, puisque c'est la plus grosse collection de jeux vidéo de France. Le son à la Bibliothèque nationale de France, c'est 1 200 000 phonogrammes, enregistrements sonores si on veut. Donc c'est la 3e collection en importance au monde. Et pour écouter quelques morceaux choisis de cette incroyable collection, il faut prendre de la hauteur et monter au 17e étage de l'une des tours. On pénètre alors dans une véritable caverne d'Ali Baba. Un grenier qui abrite une surprenante collection de plusieurs centaines d'appareils d'enregistrement et de lecture, de documents sonores. Des prototypes les plus excentriques aux machines qui permettront de laisser une trace dans l'histoire auditive. Une collection hétéroclite baptisée Charles Cros, en hommage à un oublié de l'histoire qui travailla bien avant Edison sur les techniques de l'enregistrement sonore. Alors dans la collection Charles Cros, il y a un appareil qui est fondateur de notre histoire sonore, qui est cet appareil. C'est devant cet appareil que sont venus s'exprimer Guillaume Apollinaire, Alfred Dreyfus et bien d'autres. Le principe était entièrement mécanique, c'est-à-dire que le locuteur parlait devant ce petit pavillon, le cylindre tournait ici, était enregistré ici, et la caractéristique, c'est qu'en fait, c'est un système de contrepoids qui faisait tourner le cylindre. Donc on ne peut pas nous remonter cet appareil qui fait 4 mètres de haut sous plafond, mais il faut bien imaginer, c'est le principe d'une horloge comptoise finalement, un contrepoids descend et fait tourner le cylindre qui va être enregistré. Donc c'est vraiment un appareil fondateur à tout point de vue de notre patrimoine sonore et de cette collection Charles Cros. Fondateur et essentiel, notamment pour un certain Ferdinand Bruneau, historien de la langue française, qui décide en 1911 de créer un atlas sonore. Il procède à l'enregistrement des différents dialectes français et des voix de personnalités illustres. Parmi ces centaines d'enregistrements qui constituent les archives de la parole de Ferdinand Bruneau, on peut entendre la voix du commandant Dreyfus. Le 20 juillet 1906 est une belle journée de réparation pour la France et la République. Mon affaire était terminée. Le lieutenant-colonel Picard avait été réintégré dans l'armée avec le grade de général de brigade, comme compensation des persécutions qu'il avait subies pour m'avoir défendu dès qu'il eut acquis la conviction de mon innocence. Là, on a un enregistrement de la voix du commandant Dreyfus, Alfred Dreyfus, donc enregistré par les Archives de la Parole le 27 mars 1912. Et on peut vraiment dire que c'est une des pépites des Archives de la Parole, qui s'explique notamment par le fait que le créateur des Archives de la Parole, Ferdinand Bruneau, était un progressiste, un moderniste. Ça a été un Dreyfusard de la première heure. Et l'intérêt également de découvrir ces voix, finalement, un siècle après, c'est là où on s'attendrait à entendre la voix d'une victime, finalement, et on voit bien que Dreyfus a fait un énorme travail sur lui-même et qu'il lit, il récite de manière très affirmée ses mémoires. Apportant chaque jour un élément nouveau, obligeant les esprits à réfléchir. Des voix pour l'histoire. Les sillons des archives de Ferdinand Bruneau constituent un atlas linguistique incroyable qui n'a eu de cesse de s'étoffer au fil du temps. La BNF nous ouvre les oreilles à toutes les voix d'ici et d'ailleurs pour garder également en mémoire les allocutions de ceux qui ont changé le monde. I take pride in the words Ich bin ein Berliner.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. Vous avez compris? Des voix célèbres aux musiques orientales, la grande dame qu'est la bibliothèque est d'une curiosité sans borne et reste fidèle à la volonté des rois de France qui, déjà, s'enquéraient des cultures et des connaissances du monde. Les collections orientales de la BNF sont riches d'un recueil initié il y a plusieurs siècles, incroyablement varié. Des lettres écrites dans plus de 100 langues différentes. Mais parmi elles, il y a des missives extraordinaires. Comme celle-ci, très diplomatique, datant du XVIe siècle, signée du sultan de l'Empire ottoman Soliman le Magnifique, destinée à François Ier, à qui il apporte son soutien après une débâcle militaire. Cette lettre, c'est un acte officiel. C'est une lettre diplomatique, mais elle est d'une grande qualité esthétique et artistique. Et aussi, ce qui est important, c'est que c'est un petit peu l'image du pouvoir que Soliman le Magnifique essaye de transmettre à travers cette longue lettre qui mesure 1,65 m de long et 35 cm de large. En fait, en fonction du destinataire, en fonction de l'expéditeur, on choisit la qualité du papier, le type d'écriture, l'encre et les couleurs. C'est un message de puissance de quelqu'un qui contrôle, qui codifie. La longueur de la feuille, elle est pratiquement destinée au roi. Le type de papier, c'est un papier qu'on ne trouvait pas dans les librairies ou dans les papeteries. C'est un papier qui se fabriquait uniquement dans le palais pour ne pas le falsifier. Ce manuscrit d'une quinzaine de lignes a été écrit à l'encre noire, bordée d'or. Il est écrit en diwanni, une écriture calligraphique arabe. Le diwanni, ça se termine vers le haut, parce qu'il s'agit de paroles du sultan, et les paroles du sultan ne tombent jamais bas. Ils s'envolent vers le haut pour dominer. Si cette lettre a été très bien conservée, c'est parce que les hommes de pouvoir et les hommes de lettres qui les accompagnaient et les gardes de leur bibliothèque avaient une conscience terrible pour la conservation de la mémoire de la nation. C'était la seule façon de comprendre le présent à travers le passé. Conserver pour mieux comprendre. La BNF n'a jamais dérogé à son principe séculaire. Prenez le temps de vous arrêter devant ces œuvres qui illustrent peut-être le mieux la philosophie de cet espace qu'est la BNF, les globes de Coronelli. Ce sont des globes d'une taille absolument exceptionnelle puisqu'ils font près de 4 mètres de diamètre. C'est une paire de globes, le globe qui représente le ciel et puis la terre. Et ils ont été offerts au roi Louis XIV. Depuis le XVIe siècle, on conçoit des paires de globes et offrir des globes au roi, c'est offrir au roi la symbolique du pouvoir, lui offrir aussi des objets d'apprentissage. Réalisés par le moine vénitien Vincenzo Coronelli, ces globes monumentaux sont d'une prouesse technique inégalée. Ils nécessitèrent 2 ans de travail
et trouvent leur source dans les récits de voyage des explorateurs et dans l'imaginaire des artistes qui pallient une cartographie encore hasardeuse. C'est une sorte d'encyclopédie sous forme de globe qui a été fabriquée. Quand on regarde ces globes, c'est avant tout l'émerveillement que ça provoque. Les globes de Coronelli, à l'image des autres trésors conservés au sein des différents sites de la BNF, auront connu les vicissitudes de notre histoire, moult déménagements. Mais garants de notre patrimoine, ils ont traversé les siècles avec toute leur superbe et rappellent la vertu première et inébranlable de cette institution, la curiosité du monde, des peuples, des arts et des savoirs. Nous sommes de retour sur le site François Mitterrand. J'ai le plaisir d'être avec Laurence Angèle, la présidente de cette prestigieuse institution. Et là, Laurence, nous sommes au cœur d'une exposition sur l'invention du surréalisme. Et vous avez voulu nous montrer un trésor qui est même bien plus que ça, puisque c'est Nadja, un manuscrit autographe signé André Breton. De quoi s'agit-il ? C'est un trésor national en effet, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un texte iconique, symbolique du mouvement surréaliste. Un trésor national parce que c'est un manuscrit, et un manuscrit exceptionnel par sa beauté. On peut voir cette écriture à la fois claire et qui se resserre, qui est comme accidentée par ses ratures. On voit aussi de l'autre côté des photos, des dessins que Breton intercale dans son manuscrit et qui sont vraiment ces traces sensibles. Alors Laurence, rappelons-le, la BNF conserve près de 40 millions de documents et pour les conserver et surtout pour les consulter en France ou dans le monde, eh bien il faut les numériser et grâce à cela vous avez un outil qui s'appelle Gallica. Il y a un peu plus d'1,3 million de personnes qui viennent tous les ans dans les sites physiques de la bibliothèque. Il y a plus de 16 millions de personnes qui visitent Gallica, auxquelles s'ajoutent les expositions numériques, un site de presse, une offre numérique qui s'est au fil du temps démultipliée. Donc une grande ambition qui est celle de donner accès le plus largement possible, partout dans le monde, à ces collections, des trésors, des collections du quotidien aussi, comme la presse. Il y a un sujet qui a été au cœur de toutes les préoccupations de l'histoire passionnante de la BNF, c'est la place et le manque de place. Y aura-t-il un après Tolbiac ? Vous avez raison, la place, le besoin de place, ce besoin de conserver notre mémoire, c'est un moteur permanent, constant du développement, du déploiement de la bibliothèque. Nous avons l'ambition, en préparant la construction d'un nouveau centre de conservation des collections de la bibliothèque et en son sein un conservatoire national de la presse, nous avons l'ambition à travailler sur cette question de la conservation de la presse. C'est un véritable trésor pour la démocratie et notre objectif est d'en assurer une meilleure conservation, une meilleure visibilité à un moment où tout le monde se préoccupe de lutter contre les fake news, de mieux diffuser la maîtrise des outils de communication pour mieux se protéger de tout ce qui peut mettre en danger la démocratie. Donc voilà nos futurs projets, notre future ambition. Merci de nous avoir permis de pousser toutes les portes de la Bibliothèque nationale de France et d'avoir eu la chance de découvrir tous ces trésors. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très prochainement pour partir à la découverte de nouveaux trésors.